Bonjour, moi c'est Nicolas et je suis metteur en scène et scénariste de la pièce de théâtre Indigo. Allô, moi c'est Leila. Je suis la directrice des communications, directrice artistique associée et productrice. Et les deux, on est cofondateurs de la troupe Iris. On a un petit texte d'introduction à vous donner. J'avais tellement de textes que celui-là, je vais vous le lire comme l'an passé. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Parlez-nous de l'histoire de la pièce Indigo. Je te laisse y aller. C'est toi qui as écrit la pièce. Super! Alors, comme le synopsis le dit, ça parle de Lily, une jeune Montréalaise de 19 ans qui déménage loin de sa mère et de sa sœur. Elle vit pas avec son père et elle va rencontrer Raph, un jeune assez mystérieux, on sait pas d'où il vient, qui va venir bouleverser sa vie, l'aider dans ses relations amoureuses, dans ses relations de vie, amicales, familiales, etc. Et il va l'aider à faire comprendre que c'est pas tourner la page qui est important, c'est de comprendre pourquoi on l'a tourné. En gros. Quel est votre rôle dans ce projet? Je dis tes titres et après... On l'a pas mal été dit. Moi je suis metteur en scène, scénariste. Je suis aussi comédien dans la pièce et j'ai coaché pendant 6 mois le jeune de comédien comme Arthur, par exemple. Tu es aussi directeur artistique de la pièce. Aussi. Et moi, je suis productrice, directrice associée, artistique associée et la gérante des réseaux sociaux. Voilà. On va dire ça comme ça. Comment est née l'idée de ce projet de pièce de théâtre? Ah, celle-là, je vais le répondre. Donc, il y a 2 ans? Ouais, 2023. 2023, Nicolas, qui est mon meilleur ami, est venu me voir et il a fait « Hey, on se porte une troupe de théâtre? » Et j'étais un peu abasourdie par l'idée au début, mais je me suis dit, ben pourquoi pas? Je vais être fonceuse comme lui. Puis ça fait 2 ans qu'on fait ça maintenant. Et deuxième édition et c'est toujours aussi incroyable. Voilà, c'était pas mal ça. J'avais écrit une pièce de théâtre, j'ai dit Léla, t'aimes bien? Oui, on porte ça. OK, c'est la partie. Parlez-nous de vos jeunes comédiens. Oh, on va parler de toi, Arthur. On va parler de toi. Moi, je peux parler d'Arthur. J'ai un truc à dire d'Arthur. La première édition de l'Iris, moi, j'avais vu Arthur à Secondaire en spectacle et j'ai eu un méga coup de cœur. Je l'avais proposé la première fois, il n'a pas pu, mais c'est pas grave parce que la deuxième fois, on lui a proposé, puis paf, première année, deuxième rôle principal, on regrette pas, il est bon, c'est un coup de cœur. En tout cas, on a tellement de talent, c'est une dinguerie. Oh. Je tiens à dire qu'il fait 45 minutes de route à chaque semaine pour venir avec nous faire la pratique. Fait que c'est incroyable. Mais on a beaucoup de jeunes talents dans la pièce cette année surtout. Vraiment, c'est incroyable à quel point on a du talent artistique. Une belle relève théâtrale de demain. Vraiment. Des Laurentides. On a un peu de Montréal, mais peu. Qui? Non, c'est l'an passé qu'on avait un peu de Montréal. C'est ça. Non, on a plus de Montréal. Non, on a majoritairement des Laurentides ou exclusivement des Laurentides. C'est la tranche d'âge. Ouais, de 13. De 13 à 17, 18 ans, avec des anciens de l'an passé. Fait qu'on a même des gens qui sont en 2e année de cégep qui font le projet. Désolé de vous déranger, je me présente. Je m'appelle La Critique. Tout au long de la pièce, le metteur en scène a mis certaines touches comiques pour essayer de nous faire rire et je suis là, d'où mon nom, pour les critiquer. Commençons tout de suite avec Max, ton passe-temps au philosophe des lunaires parce qu'il pose trop de questions. Parlez-nous de vos intérêts envers le théâtre. Ben, je te laisse commencer. T'es sûr? Ben oui. OK.
Je mange théâtre. J'adore théâtre. Je vis théâtre. Écrire, mettre en scène, jouer. Je suis en programme de théâtre cette année au cégep. Je fais des auditions pour rentrer à plusieurs autres écoles de théâtre en technique. C'est toute notre vie. Et puis moi, j'espère en faire une carrière un jour. De mon côté, je fais du théâtre depuis que je suis quand même toute petite. C'est ça, là, ça s'est encore plus agrandi avec l'Iris. Mais moi, je suis en cinéma au cégep, donc j'ai un peu changé de carrière un peu, là, mais c'est super sinon. Puis c'est ça, c'est super le fun. Puis On espère rendre ça le plus gros possible, l'Iris. Ouais. Un truc à rajouter aussi, l'Iris, on espère que ce sera quelque chose qui va grandir dans les années. T'sais, ça fait 2 ans, on est jeunes, mais si on est capable de fêter le 10e anniversaire de l'Iris avec un projet encore plus grand, avec plein de monde, on aimerait ça. L'Iris, pas juste un projet, là, coup de tête, on va faire une pièce de théâtre. On aimerait ça que ça devienne une école. On aimerait ça que ça aille partout au Québec parce que le théâtre, c'est une culture qui se perd un peu, surtout chez les jeunes. Le théâtre en général, c'est visé envers les personnes un peu plus âgées. C'est pour ça qu'on le voit, les statistiques. C'est rempli de têtes blanches quand on s'en va au Théâtre du Nouveau Monde, quand on s'en va au Rideau Vert, Denis Pelletier, peu importe. En fait, ce qu'on aime vraiment, c'est qu'on fait du théâtre pour les jeunes et par des jeunes. Ouais. C'est un peu ça notre marque de commerce, vraiment. Là. Puis c'est quelque chose de rare un peu qu'on a. On est pas mal... une des seules troupes là, qui est entièrement étudiante. Là. Donc, fait que c'est beau faire ça avec la jeunesse. De la conception à l'équipe technique, passant par les maquillages, juste des jeunes. Très drôle, Maxime. De toute façon, tu auras tout le temps d'oublier. On passe ce soir. Ta mère a préparé de quoi? Non. Comment ça? Je déménage? Quand? Aujourd'hui? Non. On pourra venir chez toi, hein? Ben oui, Léo, vous allez pouvoir venir. Et en plus, c'est 100 fois mieux, on va pas faire la fête. Pas sûr que ça va me tenter. T'es maître de chez toi, Lily, ne l'oublie pas. Mais pourquoi tu nous avais rien dit? Je sais pas, je pense que j'avais peur que vous le preniez mal. C'est quoi, tu nous connais pas assez? En fait, je vous connais très bien, surtout toi, Max. Parlez-nous de vos futurs projets en lien avec le théâtre. Ça. Ben toi, c'est assez évident. Ouais. Moi, j'espère que je vais pouvoir continuer avec une agence. C'est déjà le cas, mais continuer plus tard là-dedans, dans le domaine, poursuivre mes études en théâtre, en marketing aussi, pour justement être capable de gérer une école de théâtre, une troupe de théâtre comme celle-là. Mais comme on l'a dit tantôt, personnellement, moi, mon projet, ça serait que l'Iris, ça devienne quelque chose de grand, de très grand. Moi, j'aimerais bien écrire une pièce de théâtre. C'est quelque chose qui me tente depuis un bon moment, puis j'aimerais ça... poursuivre avec l'écriture aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose de prévu pour l'an prochain? Ça, c'est à voir. J'y ai pensé. Moi aussi. Et si jamais il y a des jeunes qui voudraient faire partie de votre troupe, ou tout ça, est-ce qu'il y a possibilité? Ou... 100%. Ben oui. On va avoir un site Internet techniquement pour l'an prochain, pour les inscriptions plus officielles. Sinon, suivez-nous sur notre compte Instagram. On est très actifs. Et puis, on a tout le temps un lien autour de juin qui s'ouvre pour justement des auditions pour faire partie de la troupe. Ouais. C'est toi là-bas, Lily. Le petit garçon? Non, l'autre. Est-ce que je suis morte? Crois-tu au destin, Lily? Au destin? Oui, au destin. Non, j'y crois pas. Présentez-vous et parlez-nous de votre rôle dans le spectacle. Moi, je m'appelle Arthur Leclerc, j'ai 15 ans et je joue un jeune garçon nommé Raph de 13 ans qui est très énergique, qui est très heureux et qui aime ça, qui a envie d'apprendre beaucoup d'affaires à Lily. Bonjour, moi je m'appelle Frédéric Gobey, j'ai 16 ans. Je joue le rôle de Lily, qui est le rôle principal de la pièce. Dans le fond, je suis une adolescente un petit peu mélangée dans la vie, qui a beaucoup à apprendre de Arthur. Salut, je m'appelle Raph. As-tu déjà entendu parler de l'homme du ciel? Es-tu venu me vendre des biscuits ou du chocolat? Non. OK. As-tu déjà entendu parler de l'homme du ciel? L'homme du ciel. Ben oui, l'homme du ciel. T'es-tu juste venu me dire ça? Ouais. Fait que si je ferme la porte sur tout de chez vous? Non. Tu vas dormir où d'abord? Ben ici. Tu connais-tu vraiment dormir chez nous?
Ouais. Mais je suis désolée, Coco, on va voir que t'es quitté ailleurs. Non, attends. Je vais juste te dire merci avant que tu fermes la porte. Parce que grâce à toi, je vais mourir de froid dans mon doux lit de béton avec des couvertures en carton et des oreillers en poudre. S'il te plaît. Alright, mais tu retournes chez vous demain. Je savais que t'avais un bon fond. Mais tu faisais comment avant? Je fais l'homme du ciel, mais là, je le cherche. Puis c'est qui, l'homme du ciel? Alright, on va en parler une autre fois. Wow! Pas de couverture, pas d'oreiller. Tu peux partir aller dormir dehors? Pourquoi avez-vous décidé de vous impliquer dans ce projet? Ben, j'adore le théâtre, j'adore jouer la comédie. Puis ben, quand Nico il m'a proposé de faire la pièce, ben, j'ai dû dire oui. Pas la première année, mais la deuxième. Moi, j'avais un rôle dans la pièce de l'année passée, donc c'est ma deuxième année que je suis dans la troupe. Et mais l'année passée, il m'avait appelée en retard, dans le fond, parce que la personne qui avait mon rôle au début, elle a dû se désister parce que ça fonctionnait plus nécessairement dans son horaire. Fait que l'année passée, je suis arrivée en retard. Puis là, ben, cette année, quand tu m'as rappelé, ben, j'ai dit, ben là, c'est sûr que ça va me faire plaisir d'être là depuis le début. Qu'est-ce que vous retenez le plus de cette expérience? Ben, les bons liens que ben, j'ai fait avec le monde de la troupe, c'est vraiment du bon monde. Puis c'était très agréable de passer du temps avec eux. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis aussi, juste de faire du théâtre. C'était vraiment cool. Mais tu sais, on entend souvent dire que si on veut, on peut. Puis là, je trouve que cette pièce-là, c'est la représentation exacte de ça. On est des adolescents qui voulaient avoir une troupe de théâtre. Alors, on s'est dit, ben regarde, on l'essaye, on se lance. Puis clairement, ça marche. Fait que c'est le fun. Est-ce que vous aviez d'autres expériences de scène auparavant? Oui, j'ai déjà fait des pièces de théâtre avec mon école et une pièce de théâtre hors école pour sensibiliser sur la maltraitance envers les aînés. Et je fais de l'improvisation, oui. Alors, autre que la pièce de l'année passée, moi aussi, je fais de l'improvisation à mon école, mais sinon, non, c'est une première expérience pour moi sur la scène. Lily, Allez! qu'est-ce que tu fais avec un enfant? Elle m'a sauvé la vie. OK. J'étais en train de mourir de froid dehors, puis elle m'a sauvé. OK. Puis là, vous faites quoi? Elle va m'avoir. On cherche ses parents. Wow! Bon, j'espère que vous allez trouver. Merci. Toi, tu fais quoi ici? Ah, moi, je... moi? Oh, c'est une zone. Alors, nous avons fait des recherches sur un jeune qui aurait disparu au nom de Raph, mais nous n'avons rien trouvé. Vous allez pouvoir le garder en attendant? A-t-il dormi chez vous? Oui. Comment t'en fais-tu? Oh, ben c'est correct, là, son canapé il est vraiment dur, mais ses oreillers là, sont moelleux. Va falloir le garder encore une semaine. C'est sûr, vous me niaisez, là! Est-ce que vous voudriez faire un métier en lien avec la scène plus tard? Oui, j'aimerais beaucoup être acteur. Puis, ben, c'est un beau rêve que je conserve depuis plusieurs années. Fait que ça serait vraiment cool. Pour moi, mon futur est vraiment très vague. Donc, c'est sûr que oui, j'adore ça. Donc, c'est une passion pour moi. Mais je sais pas à quel point j'envisage de faire ça dans la vie plus tard. Viens avec toi, on s'en va au poste. Pourquoi? Ben, j'ai tué quelqu'un puis je m'en vais me rendre. Quoi? Ben non, Chris, parce qu'il y a un autre 15 ans qui a squatté mon appart hier. Ah ouais? Ça? Je parle de toi. Ah! Let's go, on y va. C'est quoi ton nom? Mon nom. Ben oui, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Raph. Ben, let's go, rap, on y va. C'est quoi ton nom? On s'en fout anyway. Pascal? Lily. Ok, puis tu fais quoi dans la vie, Lily? Je suis étudiante. Puis t'as quel âge? On s'en fout, let's go, je vais t'attendre dans mon cours, faut qu'on parte. Moi, j'ai 13 ans. J'en ai 19, let's go, on y va. Où ça? Je te sens de force ce soir. Bonjour, on va parler de la flexibilité. En fait, on va dire c'est quoi en premier. La flexibilité, c'est la capacité articulaire de se déplacer dans toute son amplitude de mouvement. En fait, c'est une partie du corps qui s'étire au maximum de sa force. Et tout ça, c'est grâce à l'allongement des muscles et des tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs, c'est des tissus qui relient, soutiennent et protègent les différentes parties du corps, comme le cartilage, le sang, les os, etc. Les composants et les facteurs de la flexibilité, c'est la capacité articulaire, les tissus conjonctifs, comme j'ai dit,
et les facteurs influents comme l'âge, le sexe, la température ambiante, c'est ça. Les avantages et les bienfaits de la flexibilité. Il y en a pour la santé et pour les performances physiques. Donc, pour la santé, ça fait moins de risques de blessures, ça augmente une meilleure circulation sanguine, ça corrige la posture et le déséquilibrement et ça permet de rester actif plus longtemps en vieillissant. Pour les performances physiques, ça donne plus d'énergie, ça donne plus d'équilibre et de coordination dans ce que tu fais dans la vie de tous les jours et ça augmente la facilité du mouvement. La différence de la flexibilité entre les gars et les filles, en fait, les filles sont plus souples naturellement que les hommes à cause de l'hormone oestrogène. C'est un hormone qui augmente la rétention d'eau dans les tendons et les ligaments et ça va rendre plus souple. Les hommes sont moins souples naturellement à cause de leur masse musculaire. Ils ont une plus grosse taille de muscles que les femmes. Comment améliorer la flexibilité? Il faut avoir une bonne hydratation et une bonne alimentation. Il faut écouter son corps et lâcher la tension si ça fait trop mal. Et le plus important, c'est de faire des étirements à cycle régulier. Comme, en fait, fais-le. Comme l'élastique. Ça représente un muscle. Alors, le plus que tu étires le muscle, le plus que ça va améliorer la flexibilité. Ça va rendre plus souple. Alors là, l'élastique, il mesurait 15 au début et maintenant, il mesure 19 cm. Faire la split sans étirement. La split sans étirement, oui, tu peux la faire. Puis non. En fait, si tu es déjà apte à faire la split sans étirement, donc si tu es déjà capable de la faire, tu la fais régulièrement, que ça te fait pas mal, oui, tu peux la faire et ça va rien faire à ton corps, à tes muscles. Par exemple, le contraire, non. Car si tu n'es pas apte à la faire, donc si ça te fait mal, si tu n'es pas habitué de la faire, je te conseille pas de la faire parce que ça peut déchirer tes muscles. Puis il faut pas que tu te forces non plus. Donc, il faut que tu touches aux mains pour voir si tu es flexible sans plier les genoux. Donc là, elle est flexible. Voilà. Allô, moi c'est Flavie. Moi c'est Chloé. Et aujourd'hui, on va vous parler de la scoliose. Donc, la scoliose, c'est une déformation de la colonne vertébrale. Donc, dans le fond, la colonne, comme ici, ça va vers le côté. Et aujourd'hui, on va vous parler des causes, des types de scoliose et des symptômes. La cause la plus fréquente chez les adolescents, c'est la poussée de croissance. Puis ça atteint beaucoup plus les filles parce qu'on grandit plus vite que les garçons. Il y a aussi d'autres causes, donc il y a la malformation de la vertèbre, il y a des facteurs génétiques, il y a des troubles neuromusculaires, puis des antécédents familiaux. Les symptômes qu'on a lorsqu'on a une scoliose, c'est une asymétrie du corps, une déformation du thorax. Il y a aussi de la difficulté à respirer à cause que ça a des impacts sur les organes internes. Il y a 2 à 4 d'adolescents qui sont atteints de la scoliose, 6 de personnes de 40 ans, 10 de 65 ans et 50 de 90 ans. Les adultes sont plus souvent atteints de la scoliose parce que quand ils étaient plus jeunes, ça existait la scoliose, mais c'était pas genre le monde savait pas vraiment c'était quoi, fait qu'ils se faisaient pas diagnostiquer, fait que ça fait juste plus empirer de plus en plus. Il y a 3 types de scoliose, la scoliose idiopathique, neuromusculaire et congénitale. La scoliose idiopathique, c'est la plus courante parce qu'il n'y a pas de cause, la cause est inconnue à la base, donc il n'y a pas de blessure détectable à l'origine de la courbure anormale. Les symptômes de celle-ci, c'est une taille irrégulière, une différence au niveau des hanches, il y a aussi les omoplates, il y en a une plus haute que l'autre, puis les épaules sont inégales. Contrairement à la scoliose idiopathique, la scoliose neuromusculaire, il y a une maladie qui produit cette scoliose. Donc, souvent, ça vient avec des problèmes neuromusculaires, puis neurologiques. Ça peut être présent dès la naissance.
Puis les maladies les plus courantes qui provoquent ça, c'est la paralysie cérébrale, une dystrophie musculaire ou encore la polio. La scoliose congénitale, elle arrive dès la naissance. Donc, quand tu es dans le ventre à la mère, ben, la colonne elle se crochit puis elle n'est pas normale des saines. Donc, mais par exemple, c'est plus facile pour les docteurs de voir la scoliose parce qu'on voit le bébé il croche. Puis, oui, pour la régler, ben, faudrait mettre un corset comme lui. Ou, ben ça, c'est le corset à Chloé, dans le fond, qu'elle portait quand elle était jeune. Ou bien, si vraiment la scoliose est vraiment intense, il faut faire la chirurgie s'il y a des problèmes neurologiques ou vraiment si la courbe est vraiment grave. Chaque type de scoliose est causé différemment, mais ils ont tous les mêmes types de courbes. Donc, il y a la colonne vertébrale saine, ça c'est quand ta colonne est droite. Il y a la scoliose thoracique, ça c'est lorsque seulement le haut de ta colonne est courbé. Par la suite, il y a la scoliose lombaire, ça c'est juste le bas qui est courbé. Il y a la scoliose thoraco-lombaire, ça c'est toute ta colonne est courbée du même côté. Puis finalement, il y a la scoliose double, ça c'est le haut et le bas sont courbés, mais pas du même côté. Donc, en conclusion, la scoliose, c'est une déformation de la colonne et ben, les conséquences, c'est que ta posture est pas très belle et tu as des problèmes de santé et ben, c'est ça. Bonjour, moi c'est Malik. Et moi c'est Iris. Et aujourd'hui, on va vous parler des étoiles filantes. C'est un phénomène lumineux causé par l'entrée d'un débris spatial dans l'atmosphère terrestre à une très grande vitesse. On peut aussi l'appeler un météore. C'est quand les pluies d'étoiles filantes, c'est quand l'orbite de la Terre, donc une trajectoire en forme de courbe, va traverser l'orbite d'une comète périodique. Comète périodique, c'est qu'il y a une période orbitale de plus de 200 ans, donc une trajectoire de plus de 200 ans. Tandis qu'une comète, c'est une grosse boule de neige sale. Quand la comète régulière va approcher le noyau du Soleil, ça va réchauffer et libérer les gaz et poussières, ce qui va former une queue de millions de kilomètres en arrière d'elle, avec plein de débris, donc qui va faire toute la trajectoire. Comment ils vont arriver à la Terre? Donc, ils vont traverser un de ces champs de particules cométaires qu'on va appeler les pluies de météores. C'est un minuscule grain de poussière, pas plus gros qu'un grain de sable, qui pénètre l'atmosphère terrestre à une très grande vitesse, soit 30 km par seconde. La particule s'électrise et devient incandescente pour laisser une traînée de gaz ionisé derrière elle. La traînée de gaz, c'est l'éclair de lumière qu'on va pouvoir observer. Les étoiles filantes apparaissent à 100 km d'altitude et s'éteignent à 70-80 km de la Terre. Les étoiles filantes isolées vont s'allumer de temps à autre dans le ciel. Eux, on va les appeler les météores sporadiques. Comment on peut les voir? On va regarder dans le ciel à n'importe quelle heure, de n'importe quelle nuit, et on va regarder entre 40 et 70 degrés de hauteur. Pourquoi cette hauteur-là? C'est parce que c'est la zone où les étoiles filantes vont être le plus nombreuses qu'au zénith. Les poussières météoriques qui voyagent en groupe sont appelées essaims lorsqu'elles sont sur la même orbite. Lorsque la Terre traverse un de ces essaims, on pourra assister à une pluie de météores. Elles semblent tous jaillir du même point, le radian. Le radian, c'est le point d'où semblent venir les étoiles filantes. On peut observer 50 étoiles filantes par heure lors d'une pluie de météores. Les pluies d'étoiles filantes vont porter le nom de la constellation dans laquelle va se situer son radian. Par exemple, Perséide en août, c'est la constellation de Persée, et Orionide en octobre, c'est la constellation d'Orion. L'orbite de la Terre va recouper chaque année la trajectoire d'une douzaine de comètes. Donc, chaque année, nous pouvons assister à une douzaine de pluies de météores majeures. Cependant, d'une année à une autre, le spectacle va varier selon la distance que la Terre passe d'une partie plus dense en essaim et la présence ou l'absence de la Lune dans le ciel. En mythologie grecque, on dit que la pluie d'étoiles filantes Persée aurait été créée pour honorer le héros Persée. Dans la religion catholique, on dit que c'est associé à la mort de Saint-Laurent, qui aurait été exécuté le 10 août 250 ans après Jésus-Christ. En mythologie nordique, on dit que les étoiles filantes représentent l'âme des guerriers morts au combat. Et en France et dans beaucoup d'autres pays, dont le Canada, on dit que lorsqu'une étoile filante traverse le ciel, on peut faire un vœu et peut-être par chance qu'il se réalisera. Je m'appelle Léa Gauthier puis je suis juge pour l'exto-science. On juge sur à quel point les gens ont une bonne connaissance de leur sujet ou pas. Puis s'ils sont capables de répondre à des questions plus poussées sur le sujet
qui concerne leur Expo Science. Moi, c'est Jorane Bergeron, puis je suis juge à l'Expo Science. Moi, c'est Arthur Leclerc et je suis aussi juge à l'Expo Science. Moi, c'est Clarisse Louis-16 et je suis aussi juge à l'Expo Science. Bien, parce que ça fait 3 ans qu'on fait l'Expo Science. Fait qu'on a de l'expérience dans ça, on sait comment juger, puis... Ouais, on est impartial parce qu'on sait c'est quoi une bonne présentation. Une bonne présentation, c'est avec des personnes qui vont bien parler, qui vont bien apporter leur sujet, avec un bon support visuel qui va faire participer l'interlocuteur. Puisque moi, j'ai fait dans le passé l'Expo Science, comme tous les jeunes qui sont ici, j'ai la chance de pouvoir juger à mon tour. Est-ce que tu penses que tu es une juge ici? Pas trop. Je sais que c'est beaucoup de pression de se faire juger, puis ils sont toutes jeunes. C'est les secondaires 1 aujourd'hui. Fait que pas trop sévère, mais quand même. Et à date, as-tu un coup de cœur? J'ai juste jugé un Expo Science à date, fait que j'ai pas trop à dire, mais il était vraiment bonne. Fait que... Bien, il y a la présentation visuelle, fait que si les pancartes sont bien faites, les choses comme ça. Il y a aussi la clarté du sujet, fait que si c'est bien expliqué, s'il y a des bons détails, puis des choses comme ça. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Ben non, là, juste si le sujet est clair, si ils répondent bien à nos questions, s'ils connaissent bien le sujet. Bonjour, vous êtes-vous déjà demandé comment nous pouvons distinguer les saveurs? Nous, oui. C'est donc pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de vous en parler. Premièrement, on va vous parler du chemin de l'aliment. Quand un aliment est ingéré, les papilles gustatives vont le détecter. Les bourgeons gustatifs vont ensuite transformer les molécules de l'aliment en signaux électriques vers le tronc cérébral qui seront interprétés par l'aire gustative située dans le cerveau comme des sensations gustatives, les saveurs. Présentement, on compte 5 saveurs appelées le sucré, le salé, l'amer, l'acide et l'umami. Cette dernière a été découverte en 1908, mais seulement a été acceptée par des récepteurs spécifiques en 2002. Pour qu'un aliment soit reconnu comme sucré, il doit y avoir une forte teneur en sucre, par exemple le fruit ou de l'aspartame. Tandis que pour qu'il soit perçu comme salé, l'aliment doit contenir du chlorure de sodium, appelé également du sel. Par exemple, les olives ou les croustilles. Pour qu'il soit distingué comme amer, l'aliment doit être composé d'alcaloïdes ou de lactone 6-quercétine. Ce sont 2 composés chimiques qui sont responsables du goût amer, comme par exemple le chocolat noir ou le sirop de canneberge industriel. En revanche, pour qu'il soit reconnu comme acide, la mesure d'acidité sur l'échelle du pH doit être inférieure à 7, comme par exemple les agrumes ou les bonbons acidulés. Pour qu'il soit perçu comme umami, un mot japonais qui signifie savoureux en français, l'aliment doit contenir du glutamate, un acide aminé. En fait, le glutamate est l'un des éléments de base des protéines. C'est donc pourquoi on retrouve souvent la saveur umami dans des aliments riches en protéines. Par exemple, le fromage ou les épices de soupe instantanées. Plusieurs personnes pensent qu'il y a un endroit où la langue distingue la saveur de dans l'aliment en particulier, mais tout ceci n'est qu'un mythe. Nous avons à présent terminé avec la perception des saveurs, en espérant que vous avez apprécié. Au revoir.